Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Benjamin, salut à toutes et à tous, est-ce que tout est bon de votre côté? Comme ça on rentre tout de suite dans le vif du sujet, peut-être que vous êtes en vacances à la piscine, à la plage. Salut Nadège, salut Charles, salut DV Taïkop, au boulot ou tout simplement chez vous. Dites-moi juste si le son et l'image sont corrects et comme ça on rentre. Salut Johan, tout de suite dans le vif du sujet. Parfait, merci à toi Benjamin. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre attention, merci de votre présence. Que vous soyez là en live ou que vous le visionniez en replay. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On a une petite phase, je vais pas dire de frayeur, mais on a toujours, comme depuis. Alors, vous voyez ici sur le CAC. Alors, sur le CAC, c'est beaucoup plus flagrant que sur les autres indices. Pourquoi? Parce que le CAC sous-performe. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire sous-performer? Mais en gros, depuis le début du mois de juin, donc ça fait quasiment 2 mois qu'on est dans un range de 150 points sur le CAC, avec tout petit, et encore là, on n'a même pas fait d'excès haussier. Juste un petit excès baissier qu'on a fait ici, c'est tout. Ça fait 1 mois, 2 mois, pardon, qu'on est dans 150 points de range, ce qui est quand même ridicule. D'un côté, on a voilà, les points positifs, c'est quoi? C'est les banques centrales qui allongent, qui font tourner la planche à billets, qui font des plans de relance. Alors moi, j'appelle pas trop ça des plans de relance, j'appellerais ça plutôt des plans de soutien parce que ça relance rien du tout. Ça évite de sombrer dans le chaos, entre guillemets, pour employer des termes un peu vulgaires et un peu raccourcis, très certainement. Mais on a notamment l'Espagne, alors vous en avez entendu parler, que visiblement on a notamment au Royaume-Uni une quarantaine qui est mise en place, notamment pour ceux qui viennent d'Espagne. Donc ça va peser encore pas mal. Notamment sur ce qu'on appelle les pays du Club Med, ceux déjà qui sont le plus touchés par cette crise sanitaire dans un premier temps, qui sont maintenant du coup touchés le plus par cette crise économique. Quand bien même on a des indices, certains sont sur des records, le Nasdaq ou le SP 500, ce n'est pas représentatif de la situation économique mondiale. C'est représentatif de l'injection des liquidités qu'il y a sur le marché, d'un optimisme peut-être que ce soit au sein de certaines sociétés, entreprises qui ne sont absolument pas touchées par la crise, qui composent certains indices, notamment le Nasdaq ou le SP 500. D'autres, l'IBEX par exemple, est beaucoup plus touché, beaucoup plus impacté. J'en avais déjà parlé quand même longuement. L'IBEX, l'indice espagnol, a fait un, 2, 3 bull traps. D'accord, on est dans une phase de range. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis déjà la semaine dernière? J'avais déjà averti suite à ce troisième bull trap. Attention, on réintègre. Gap baissier. Et ce matin, on a fait ce qu'on appelle un open en extrême. Donc là, l'IBEX, on est à moins 1,5, grosso modo moins 1,5, alors que sur le DAX, on est en petit vert plus 0,07. Voilà, le CAC, on est à moins 0,3. Et les indices américains, on verra ce que ça donne cet après-midi, mais pour le moment, c'est pas dramatique. Ils vont peut-être même d'ailleurs ouvrir en légère hausse. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'euro-dollar qui s'envole. Du coup, ça pèse encore plus sur ces pays du. Alors, j'appelle ça les pays du Club Med, hein, c'est pour simplifier, c'est pour reprendre la citation de Angela Merkel. Les pays du Sud européens qui ont besoin de cette compétitivité par les prix avec une devise de leur zone géographique qui est plus faible par rapport à ses homologues. Donc un euro contre le dollar qui est faible. Je rappelle que l'Allemagne, je ne vais pas dire sans tape, voire même elle préférait que l'euro soit fort, puisque je rappelle que l'Allemagne exporte, en tout cas fabrique plutôt des produits et des services à valeur ajoutée. Donc peu importe qu'ils soient plus chers ou moins chers, ils n'ont pas besoin de compétitivité par les prix puisqu'ils sont compétitifs par rapport à la valeur ajoutée pardon, qu'ils proposent, contrairement à l'Espagne et l'Italie par exemple. Donc voilà, donc on a une crise sanitaire et économique qui est beaucoup plus importante sur ces pays-là. Donc d'un côté, on a ces plans de relance qui ont fait pchit. Je rappelle que la semaine dernière, début de semaine, tout le monde justifiait le fait que les indices montent grâce au plan de soutien, de relance, de fonds de relance, de tout ce que enfin, vous l'appelez comme vous voulez, de 750 milliards d'euros. Ils ont mis 4 ou 5 jours
avant de se décider. Finalement, ils l'ont signé. Qu'est-ce que ça a marqué? Ça a marqué le point haut sur les indices. Donc c'est pas des plans de relance. Les plans de relance, c'est un peu dans l'espoir que ça aille mieux demain et que en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles demain, sauf qu'on n'a pas de bonnes nouvelles demain. Euh, les bonnes nouvelles, c'est les publications d'entreprises. Pour le moment, c'est pas dramatique. On a eu quelques publications d'entreprises la semaine dernière. Cette semaine, je rappelle qu'on a quand même, ça va être le gros du gros. Là, ça va être cette semaine. Dans les 10 prochains jours, on va avoir vraiment de grosses publications d'entreprises. On va avoir des statistiques macroéconomiques importantes, des annonces majeures, que ce soit les plans de relance aux États-Unis, que ce soit la Réserve fédérale américaine, le discours de Monsieur Powell, et après c'est les vacances. Après, alors sauf news, vaccins, comme vous le savez, on a de temps en temps on a les indices qui montent parce qu'il y a trois sociétés d'un coup qui annoncent qu'il y a des réponses immunitaires positives suite à leur vaccin. C'est pas parce qu'on a une réponse immunitaire positive que forcément c'est un vaccin. C'est juste que ça réagit. Après, est-ce que c'est le vaccin qui fait réagir ou pas? Bref, on n'est pas là pour faire une planche sur la comète, c'est simplement pour vous expliquer que les marchés essayent de trouver ce qu'ils peuvent, que ce soit une lueur d'espoir, que ce soit une étincelle, pour justifier des mouvements qu'on a. Voilà. Donc on a finalement ce plan de relance qui a été là. Et puis depuis, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, l'inquiétude. Salut Vincent. Euh, Concernant le Covid, en Espagne, c'est inquiétude sanitaire et économique qui s'intensifie. Les publications d'entreprises cette semaine, donc a priori les investisseurs sont peut-être fous, mais pas complètement stupides au point d'être sûrs que les publications d'entreprises seront bonnes. Je rappelle qu'il y a quand même au moins un tiers des publications des entreprises du SP 500 qui ont annulé leur perspective, leur objectif financier sur l'année, parce qu'ils n'ont absolument aucune visibilité depuis que le Covid s'est installé, on va dire depuis les 2 ou 3 premières semaines que le Covid a commencé où on a commencé à dire ah bah c'est pas une petite grippette, en fait c'est quand même un petit peu plus grave que ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit bah nous on n'en sait rien. Voilà. Donc ça nous donne voilà, des espèces de marché de range. On essaye de trouver des news positives, des news négatives. Et en amont, du coup, de beaucoup de publications cette semaine. Alors, je prête une attention particulière cette semaine. C'est pas juste une publication. On va pas juste regarder les grosses, c'est-à-dire les Amazon, Exxon, Caterpillar, qu'est-ce que je peux dire, Apple, etc. Parce que c'est pas forcément représentatif de la situation économique. Vous savez que c'est pas en regardant la publication de Netflix que vous allez savoir si l'économie va bien, si la consommation repart ou pas. Moi, je pense que les grosses à suivre, peut-être différemment parce que c'est une crise qui est inédite, historique, etc., etc. Les plus importantes seront pour moi cette semaine, notamment Visa, qui va Visa par exemple, PayPal, etc. Parce qu'avec ça, on va peut-être voir un petit peu quelle est la consommation. Est-ce que les résultats sont bons? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de transactions ou pas? Et peut-être qu'on aura du coup des informations, enfin en tout cas le marché aura des informations qui lui permettraient de dire oui, la consommation au moins se stabilise et elle s'effondre pas plus que ça. Donc on a besoin de ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que les chiffres macroéconomiques, ils sont ce qu'ils sont. On a eu vendredi les PMI en zone euro, ils étaient très bons. On a eu les chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis pour la première fois qui étaient ressortis en hausse par rapport à la semaine précédente pour la première fois depuis le pire de la crise, depuis qu'on a fait le point bas ici. Donc ça montre que le chômage est là, qu'il s'installe, voire même il pourrait s'accélérer, voire il est déjà en train de s'accélérer. D'accord? Donc c'est pour ça que ces publications d'entreprise, pour moi, j'estime, alors il y a McDo, il y a Pfizer, il y a, qu'est-ce que je peux citer d'autre? Oui, bah alors Apple, on en a déjà parlé, etc., etc. Mais c'est cette semaine où ça va être vraiment très important. Il y a 3M, il y a AMD, etc., etc. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant les publications macro? Donc cette semaine, on a le PIB également aux États-Unis. Bon, pas trop prêter attention, ça va être surtout le discours de Monsieur Powell mercredi soir à partir de 20h, 20h30. D'accord, il y a le discours du FOMC. On a également la confiance des consommateurs du Conference Board demain à 16h. Voilà, ça va être plutôt ça, plutôt que les chiffres en eux-mêmes. Globalement,
On a des configurations en daily qui sont en train de se dégrader. Ça ne veut pas dire que ça y est, on est en bear market, etc., etc. Il nous dit que ça va faire que baisser, ça va faire que baisser, alors que ça fait que monter. Absolument pas. Je ne suis ni permabull ni permabear. J'essaye de m'inspirer, de m'entourer, d'ingurgiter les données, les informations, etc. qu'on a, que ce soit technique, que ce soit macro, que ce soit micro, que ce soit les informations comme vous à droite et à gauche pour pouvoir déterminer après un sentiment et un mouvement qu'il y a sur les marchés. Parce que je rappelle que les mouvements du marché peuvent être complètement opposés peut-être au sentiment qu'on a, mais aussi aux news qui sont tombées. Je rappelle encore une fois, le plan de relance, il a été signé là-haut. On me disait juste avant, ah bah faut pas, attention, c'est dangereux, faut attendre le plan de relance pour acheter. Bah, du coup, t'attends le plan de relance pour acheter, t'achètes tout là-haut sur la zone de résistance, etc. Donc, c'est pas parce qu'il y a une news positive que forcément ça va monter. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a une news négative que ça va forcément baisser. Le marché peut avoir une interprétation complètement opposée. Voilà, c'est la difficulté un peu en ce moment et depuis maintenant 2 mois, notamment sur des unités de temps swing, sur des unités de temps daily, parce qu'en fait, tout s'inverse du jour au lendemain. La semaine dernière, on a eu, enfin en tout cas, pardon, oui, la semaine dernière, on a eu un espèce d'island reversal, donc cette figure, cet îlot de retournement, c'est-à-dire un gap haussier, une tendance haussière, 3 bougies et un gap baissier qui couvre le gap haussier précédent. Ça nous donne une figure de retournement rare qui devrait fonctionner, qui a fonctionné par exemple ici, vous le voyez ici sur le Dow Jones, d'accord? Gap, îlot de retournement, et derrière, on a un gap baissier. Et vous voyez que derrière, on a une grosse bougie impulsive. Et finalement, ça travaille et on n'a pas de retournement plus que ça. Donc on a des figures un peu techniques, des flux qui sont peut-être opposés avec des marchés qui sont toujours un petit peu bipolaires. Et c'est vraiment la difficulté en ce moment en swing, en tout cas de mon côté. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, si on est apte et si on est préparé et si on est un peu disposé à faire notamment de l'intraday, donc sur vraiment des toutes petites positions, sans avoir de conviction forte, sans avoir vraiment d'objectif, sans regarder les configurations en daily, c'est beaucoup mieux de faire de l'intraday que du swing parce que pour le moment le swing, bah ça fonctionne pas tout simplement. Donc je disais qu'on a des dégradations en daily, on va le voir ici en détail indice par indice très rapidement. On a l'eurodoll qui s'envole, le gold et l'argent par corrélation, par effet de contagion, l'argent qui s'envole, le pétrole qui ne bouge plus, qui en range, qui est complètement larvé depuis quand même maintenant quelques temps. On a des hausses, des baisses, etc. Il ne se passe pas grand-chose. Et le yen qui se reprend légèrement. Alors le yen s'est vachement replié ces derniers temps, notamment au travers, par exemple, si on le voit ici, de l'euro-yen. Si je regarde, par exemple, le NZDJPY, j'étais tout à l'heure dessus. Voilà. Si on prend le NZDJPY, je vous rappelle, on était à l'achat il y a quand même quelques semaines de ça, depuis cette bougie haussière impulsive qu'on a ici en daily. Il a mis du mal à monter, il est quand même monté, etc. Peut-être d'ailleurs qu'il y en a encore qui sont dessus. Et vous voyez que depuis maintenant 2-3 séances, c'est en train plutôt de se replier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une petite, je dis bien petite, aversion au risque. Donc c'est relativement logique. Le dollar baisse, l'eurodoll monte, l'or, l'argent monte. Les paires en yens se replient, pas toutes, parce qu'on a notamment l'euro yen qui est tiré par l'euro qui s'envole, mais par exemple GBP yen, NZDJPY, etc., qui se replient légèrement, type aversion au risque, et du coup ça nous donne sur les indices des petits signaux daily. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Concernant donc les indices, la semaine dernière, j'avais un plan de vente autour des 5002 en intraday. D'accord, 5002, c'était quoi? Notamment sur le CAC. Donc je fais commencer par le CAC. Salut Ivana, salut Miari et salut Vincent. Euh, 5002, zone de vente, c'était tout simplement cette résistance. Pourquoi le CAC, pas le DAX? Parce que le CAC, je rappelle, est sous-performe. D'accord? Il sous-performe. Vous regardez, j'ai refait le tour ce matin 3 fois de tout le marché français. Vous regardez toutes les actions, mais je parle même pas que du CAC, hein, je parle du SRD de manière générale. Je parle pas des petites capis qui s'envolent ici et là, qui cotent moins de 1 euro. Je vous parle des valeurs notamment du SRD. Vous regardez les grosses valeurs.
vous regardez s'il y a des choses qui vous inspirent ou pas. Et vous avez énorme, enfin beaucoup, voire je vais pas dire 100%, mais en tout cas quasiment, en tout cas j'en ai pas vu qui se détachaient. Vous en avez beaucoup, beaucoup qui donne des configurations baissières larvées. Alors, Air France, c'est peut-être un cas particulier, mais elle en fait partie. Vous prenez le secteur Vallourec, pétrolier ou parapétrolier, Schlumberger, etc. Vous regardez les bancaires, les bancaires montent pas, elles font que baisser. Il y a des toutes petites bougies rouges au fur et à mesure. La seule bougie verte qu'on a faite, c'est en corrélation avec ce qui s'est passé le 15, là, le 15, 16, 17 juillet sur le CAC. C'est ces petites bougies vertes qu'on a eues notamment sur le secteur bancaire. Vous regardez le secteur auto, le secteur du tourisme, Accor, etc. Vous regardez Casino qui fait des nouveaux plus bas annuels, le secteur de l'assurance qui monte pas, etc., etc. Et les mince, le secteur des équipementiers aussi automobiles, donc automobile et équipementiers automobiles, notamment Plastic Omnium, etc. Vous prenez Valeo, on est soit dans des ranges, soit en train de tester des bas de range, soit en train de continuer à baisser de plus en plus. Voilà. Donc ça donne vraiment pas envie de payer. Au-delà du fait que la configuration s'est un petit peu dégradée depuis qu'on a réintégré ici. Donc plan de vente ici, sous 5030, redégradation, réintégration du range dans lequel on était depuis début juin, ici à peu près. On a tenté d'en sortir par le haut une fois, deux fois, trois fois, pullback, on réintègre. Et là, on est en train de tester la MM50. Donc pour le moment, pour moi, la configuration est clairement dégradée. Sur le CAC, tant qu'on ne repasse pas les 5000, les 5030, c'est à peu près, alors je vais vous la tracer là, mais vous pouvez le tracer de votre côté bien évidemment, si vous êtes d'accord avec ce que je raconte. Vous avez ici une zone, le gap tout simplement de vendredi. Tant qu'on ne récupère pas le gap, donc 5000, ça nous donne à peu près 5000, 5030 et en intraday 4980, donc autour de cette zone-là. Tant qu'on ne la réintègre pas, pour le moment, la configuration est dégradée en daily, objectif 4850, voire plus bas. Mon point d'achat swing, c'est 4600, que ce soit d'un point de vue fondamental, que ce soit d'un point de vue technique. J'estime que acheter là, maintenant, oui, effectivement, c'est dans le sens de la tendance, mais on est en train de tester le bas d'un canal ascendant, etc., etc. On a un gap, on a des bougies baissières, c'est même pas un flux, c'est voilà, on a une dynamique baissière depuis maintenant quelques séances et on n'a pas de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Donc, à part anticiper qu'à un moment donné, on nous sort une très bonne nouvelle et que derrière le marché monte, eh ben oui, effectivement, on peut payer, mais là pour le moment, je ne vois pas de configuration d'achat. Je changerai de fusil d'épaule et je passerai acheteur notamment en daily et sur des opérations intraday. Si on repasse au-dessus des 4980, 5030. J'espère que c'est clair. Concernant le DAX, même chose, dégradation de la config. On est sorti par le haut d'un range, on pète les 12 900, on fait ce qu'on appelle un espèce de pseudo Island Reversal. C'est pas vraiment un Island Reversal parce qu'ici le gap est quasiment comblé, voire il est comblé ici. Donc bref, vous avez compris le principe de retournement psychologique de cette figure-là. On est en train de réintégrer ici. On a un gap baissier. Tant qu'on passe pas au-dessus des 12 950, 13 000, c'est-à-dire tant qu'on n'arrive pas à combler le gap qu'on a laissé ouvert derrière nous vendredi dernier, je garde une opinion baissière jusqu'au banc de Bollinger inférieur à MM50 et la prochaine zone horizontale qui se situe autour des 12 450. Si jamais on continue comme ça doucement, ça va nous donner notamment en weekly, parce qu'effectivement j'en ai pas parlé en weekly, mais par exemple sur le DAX, voilà ce que ça nous donne en weekly. Si ceci n'est pas pour moi une figure, n'est pas une opportunité d'achat dans une optique weekly. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Concernant le CAC, on est en train de rompre les plus bas hebdomadaires, donc les plus bas de la semaine dernière et les plus bas de la semaine passée depuis qu'on passe sous les 4940, j'en ai déjà parlé en fin de semaine dernière, notamment mercredi et jeudi, en partant de cette hypothèse, alors qu'on était tout là-haut, hein, on était au-dessus des 5000. Je dis attention, une hypothèse de travail, si jamais on passe sous les 4940, 4930, 4940, ça dégrade la config. Et effectivement, c'est en train de dégrader la config. On a échoué sur cette zone des 5002 quand même pas mal de temps.
et on pourrait accélérer. Pour le moment, ça n'accélère pas, donc il n'y a pas besoin non plus de s'exciter plus que ça. Mais en hypothèse de travail, encore une fois, tant qu'on n'arrive pas à combler au moins le gap laissé ouvert vendredi un peu partout, c'est pas terrible. Le Nikkei, il se passe rien, tentative de sortie par le haut, on réintègre, on met une petite bougie verte, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, il se passe rien. Concernant le FTSE, l'indice anglais, regardez, c'est un peu la même chose que l'IBEX, très propre. Début juin, on n'est jamais ressorti par le haut par rapport au début du mois de juin, comme sur le CAC, contrairement au DAX, contrairement au SP500 et comme sur le Dow Jones. On va le voir juste après. Vous voyez, le FTSE, ça permet simplement d'avoir un repère un peu différent. L'IBEX, j'en ai parlé tout à l'heure, il sous-performe, il baisse, il est à moins 1,8% aujourd'hui. Un bull trap, deux bull trap, trois bull trap. La tendance précédente est baissière. Gap baissier, open en extrême. On va tester le bas du range, voire même on pourrait le péter et retourner dans cette grosse zone d'achat. Cette grosse zone d'achat sur l'IBEX, ça correspond en données mensuelles à ceci. Je l'avais déjà tracé avant la crise ou au moment de la crise. Ici, on était sur une grosse zone 2012 et 2003. On a pile poil rebondi là-dessus. On a échoué à réintégrer le range dans lequel on était quand même pas mal de temps et dans lequel on est sorti de manière très vigoureusement. Triangle symétrique ici, sorti par le bas, etc. Bref, l'IBEX à ne pas payer, sauf si on pense que ils vont mieux s'en sortir que les autres avant les autres. Je ne pense pas. Euh, Fondamentalement, en plus, encore une fois, tant que l'eurodoll va rester perché et qu'il va continuer à monter, pour les indices, pour les pays, que ce soit espagnol, Espagne ou Italie, ça va être très compliqué. Le Dow Jones, dégradation également en cours, alors léger, je dis bien léger, on va pas commencer à passer en mode bear market, ça va s'effondrer, hein. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. J'avertis simplement des configurations que nous donnent techniquement les indices en ce moment. Le Dow Jones, on avait un petit range, tout simplement. Vous voyez, comme sur le FTSE, comme sur l'IBEX, comme sur le CAC, on n'est pas passé au-dessus des plus hauts du mois de juin. Vous voyez, donc s'il y a des indices à vendre, vaut mieux privilégier le CAC, l'IBEX, le FTSE et le Dow Jones. Et si on privilégie les achats, bah, vaut peut-être mieux acheter du Nasdaq et vaut mieux acheter peut-être du SP500 qui, eux, tiennent plus. C'est pas parce qu'ils tiennent plus qu'ils vont forcément rattraper la baisse et qu'ils vont baisser avant les autres. Sauf si bien évidemment on a un crack sur le valeur des technos. Mais vous avez vu qu'en période de crise, les technos, c'est pas celles qui ont le plus morflé, hein. En tout cas, c'est celles qui ont peut-être le plus morflé très rapidement, mais derrière, ce sont elles qui ont le plus rebondi et derrière, on a fait des nouveaux records historiques pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs. Ok, donc voilà sur les indices pour faire le tour rapidement. Vous tracez éventuellement des zones. Je vous avais indiqué, je pense, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, j'espère vous en avoir parlé, de cette zone des 26 400 sur le dos. C'était la bande basse d'un range. Point d'achat intraday. On l'a fait une fois, maintenant on laisse tomber. Là-haut, c'était la zone d'achat. Ma zone d'achat, c'était 27 000. 27 200, c'était tout simplement les plus hauts qu'on avait réalisés la semaine passée. D'accord? Ma zone d'achat, c'est tout simplement le bas d'un range dans lequel s'inscrit une tendance primaire qui est toujours haussière au sein de ce canal ascendant. Donc tant qu'on reste là au-dessus, ça va. Par contre, sous 26 200, 26 000, là, ça commence sérieusement à se dégrader de manière beaucoup plus intensive, ou savoir avoir des répercussions, notamment en daily, sortie de tendance haussière, etc., etc. Ok, donc point d'achat pour moi plutôt en swing. Alors je sais, ça fait loin, mais c'est comme ça, c'est ainsi, hein. Swing, je rappelle, c'est sur plusieurs jours, voire semaines. C'est 25 000. Voilà. Ok. Voilà. Voilà pour moi pour le moment, en faisant le tour un petit peu de tout ça, sur le SP500, bah oui, toujours tendance haussière, lui résiste plus, donc je vais pas parler de stratégie baissière là-dessus parce qu'il résiste plus que les autres. Si jamais on retourne autour de la borne base de ce canal ascendant qu'on a ici en daily, alors je vais mettre ici sur le cash, ça nous donne à peu près ouais, les 3100, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, cette zone-là, elle est un peu pourrie. Voilà. Plutôt autour des 3100, ça nous donne éventuellement une zone d'achat. Alors on sortira par le bas d'un canal, etc. Peu importe, les canaux, c'est pas très important. Ce qui est plus important, ce sont les niveaux horizontaux, parce que le marché se souvient des niveaux horizontaux, les tendances, les canaux, pardon, les obliques, c'est plus pour se visualiser des tendances et des dynamiques qu'on a, etc., etc. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas?
Parce que là, j'ai l'impression que j'ai un problème sur Facebook, donc je sais pas si ça diffuse pas, si je parle dans le vide ou pas. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Vous m'entendez? Ah, vous voyez. Ok, d'accord. Bon, moi, je vois rien du tout, je vois que le chat. Vincent me dit, travailler avec la même séquence, pertinent par rapport à d'autres. Alors, c'est pas forcément une pertinence, c'est que ça te permet en fait de lisser sur 50 périodes. Ça te permet de lisser, donc ça te permet d'avoir, on va dire, des tendances de fond. Voilà. Donc la MM50, c'est un peu plus pertinent pour moi que la MM20 ou que la MM100 qui sont soit trop courtes, soit trop longues. Voilà. Je pense que c'est un juste milieu pour déterminer justement des notions de tendance. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'or, toujours acheter, toujours chercher des achats. Surtout, me dites pas, oui, je commence à chercher des ventes, etc. Ça, c'est débile. Ça fait, je sais pas combien de semaines que je vous dis, il faut privilégier que des achats, chercher que des achats, que des achats, que des achats. Nadège peut-être en témoignera. J'espère que vous en avez profité, tout ou partie, tout ou grande partie, au moins une petite partie, j'espère, de cette montée ascensionnelle hallucinante des cours de l'or. L'or qui continue. Pourquoi l'or? Parce qu'il ne se passe rien sur les indices, parce qu'il n'y a que ça qui monte, parce que lorsqu'on fait des injections de liquidité, ça fait baisser le dollar qui baisse d'ailleurs plus que ses homologues, parce que quand les marchés montent, on a aussi le gold qui monte. Et par effet de contagion, l'or. Donc l'or toujours à privilégier à l'achat. Ou ça, et ben soit on est déjà à l'achat, on en profite et on laisse courir. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire ad vitam aeternam, mais au moins jusqu'à ce qu'on ait un retournement. Et ben bravo à toi Nadège, voilà. Et faut continuer, faut continuer, faut continuer. C'est pas parce que vous avez un actif qui monte, plus il monte, c'est pas, faut s'enlever vraiment de la tête de dire plus il monte et plus il y a de chances qu'il baisse. Ça c'est de la bêtise. Plus il monte, plus il y a de l'action, plus il y a de l'engouement et plus il monte. Après, effectivement, on va avoir une correction à un moment donné, c'est sûr, bien évidemment. Mais combien de fois est-ce qu'on en aura profité avant qu'il y ait une correction? Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, etc., etc. Donc, on continue de travailler sur des zones. Si jamais on a un retour sur 1900, eh ben oui, on peut reprivilégier des achats, etc. Attention par contre, donc il y a deux choses. Première chose, oui, on peut continuer à l'acheter. Jusqu'à où? Jusqu'à 2400, 2500, peut-être même 3000, j'en sais rien. Jusqu'où il nous mènera. Le but, c'est pas de chercher à savoir où est-ce qu'il va s'arrêter, c'est de savoir comment on fait pour en profiter. C'est plutôt ça la question. Attention quand même sur l'or, parce que on risque d'avoir des accélérations haussières qui sont où il va y avoir des gros pullbacks, il va y avoir des gros contres. Bien évidemment, à un moment donné, il va consolider au moins horizontalement. Bien évidemment, à un moment donné, on va avoir une mèche parce qu'il y en a qui vont partir d'un coup tel un gros doigt, ils vont appuyer sur le bouton, et puis derrière, ça va faire une grosse mèche. Tout le monde va croire que ça va être le point haut, tout le monde va passer vendeur, et c'est à ce moment-là qu'il faut passer acheteur. Repasser ou renforcer ou comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez déjà. Mais attention à ne pas trop acheter les accélérations haussières parce qu'il risque d'y avoir des gros pullbacks. D'accord? Donc, il faut essayer de surveiller. Par exemple, cette zone des 1900, vous voyez en horaire. Pour toi, qui c'est qui me posait la question, de la MM50, je crois que c'est Vincent. Regarde la MM50 en H1 et ça peut te donner un point de repère éventuellement pour l'acheter, tu vois, vers 1910. Et si on a un signal, on prend le signal et on accompagne, on accompagne, on accompagne. Ok, pareil sur l'argent. Sur l'eurodoll, c'est différent. Moi, je suis pas fondamentalement acheteur sur l'eurodoll. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il est déjà 15 heures, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. J'ai l'impression, moi, que ça fait 5 minutes. Mais moi, j'ai une zone de vente à 1,18. D'accord? Je vais pas rentrer trop dans les détails. Vous regardez en mensuel, vous regardez en mensuel cette zone des 1,18, vous voyez ce que ça donne. D'accord? Depuis 2008. D'accord? Vous regardez également cette grosse zone qui a été testée quand même à de nombreuses reprises pendant 10 ans.
en bas, en haut. Ok? Donc pour moi, là, on va arriver dans une grosse zone. Je l'avais vendu à 14,50 parce que pour moi, c'était une grosse zone daily. Ça a fait pchit et derrière, c'est parti en ligne droite. D'accord? C'était une grosse zone ici. Hop, voilà, je l'ai vendu ici, je l'ai laissé partir. Je préfère acheter l'or et l'argent plutôt que d'acheter de l'eurodoll. Par contre, si on arrive autour de cette zone-là maintenant, une grosse zone dure, je vais surveiller un signal baissier daily pour voilà. C'est pas pour chercher le poids haut, c'est pas pour rentrer à contre-tendance. Au contraire, c'est pour rentrer dans le sens de la tendance de long terme qui est baissière sur une zone d'intervention que j'estime intéressante. Et fondamentalement, je ne suis pas acheteur d'euros de manière, on va dire, à long terme. D'accord? Sur le pétrole, il ne se passe rien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sur le Brent, notamment sur lequel je cherche des ventes, je cherche encore des ventes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils prennent une position, il faut que ça parte dans les 2 heures ou dans les 2 jours parce que sinon après ils disent c'est de la merde, je laisse tomber. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, mon plan n'est absolument pas invalidé. Il a été temporairement invalidé lorsqu'on est passé là au-dessus. Une fois, deux fois, je l'ai reshorté là-haut. D'accord? Resignal, etc. J'ai fait mon premier objectif sur 43,30 pour toi, Vincent, petit clin d'œil, MM50 H4. Et là, on est en train de brouter. Si on passe sous les 42,70, 42,55, ça me donne un nouveau signal baissier, etc., etc., dans la lignée de celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on accompagne le mouvement jusqu'à 40. J'achèterai éventuellement autour des 41, 40 dollars le Brent. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'en daily, voilà ce qu'on a. Alors bon, on le voit pas trop avec mes trucs là que j'ai tracés un peu partout, n'importe comment. Voilà, je vous donne ici. On a une grosse zone de résistance ici en daily. D'accord? Voilà. Donc ça monte pas, ça baisse pas. J'ai des petits signaux, je les attrape. Si c'est trop compliqué, vous passez à autre chose. Vaut mieux se concentrer ailleurs. Il y a d'autres choses où se passe plus l'action que sur le Brent. Je crois qu'on a fait le tour globalement. Les paires en yens, je vais les surveiller bien évidemment par rapport aux indices. Attention, j'ai plutôt un biais baissier sur les indices à très court terme. Comme vous le savez, je vous le rappelle maintenant en conclusion, tant qu'on ne comble pas les gros gaps qu'on a laissés ouverts depuis vendredi sur les indices, je privilégie plutôt les shorts. Pourquoi? Pour tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc forcément, je ne vais pas chercher à acheter des paires en yens parce que contrairement au gold, le gold peut monter avec les indices et le gold peut monter sans les indices. Contrairement aux paires en yens, lorsque vous avez notamment des phases de conso, des phases de baisse sur les indices, les investisseurs, les gérants achètent du yen pour telle la version Auris, parce que c'est considéré comme une valeur refuge, beaucoup plus que sur l'or. Donc normalement, si vous êtes plutôt baissier sur les indices, il faut être plutôt baissier sur les paires en yens. Et d'ailleurs, vous regardez notamment le NZDJPY, par exemple, qui a échoué là-dessus. Donc c'est quand même relativement logique. Voilà, messieurs, dames, j'espère que c'était pas trop long. Profitez bien de vos vacances, notamment du mois d'août. Je ne suis pas certain qu'il y ait une Traders Room lundi de la semaine prochaine. On se retrouve bien évidemment à droite et à gauche en fonction des différents éléments que j'ai sur le marché, notamment dans une optique de swing. N'oubliez pas que cette semaine, il y a Fed, statistiques macro, il y a surtout les publications d'entreprise, les différents niveaux que je vous ai partagés si ça vous intéresse et les différents plans. À noter, respectez bien tout ça. Attention à ne pas agir en se disant merde, j'ai l'or qui monte, j'achète de l'or, je pars en vacances puisque de toute façon ça fait que monter, j'ai loupé. Xavier m'a dit qu'il fallait acheter depuis 1740, je ne l'ai pas fait, j'ai pas acheté à 1790, j'ai pas acheté à 1830, j'ai pas acheté à 1870, j'ai pas acheté à 1900. Bon, bah, je vais acheter à 1950 un petit peu n'importe comment. Et vous mettez en levier, vous revenez de vacances, vous vous êtes fait avoir sur une mèche, vous vous faites dérouiller, vous revenez, finalement vous êtes sorti au point bas et derrière l'or est remonté. Faites attention à ce type de comportement-là. Sur les indices, si en swing,
vous voyez rien parce que vous estimez qu'on est dans des ranges, que c'est tout pourri, alors ça sert à rien d'essayer de trader. Ça sert à rien d'essayer de trader en intraday s'il ne se passe rien. Ce matin sur le DAX, il ne se passe rien. Depuis qu'on a ouvert ici en gap, voilà, on est dans un espèce de micro-range. Si vous voulez faire du scalp sur 20 points, 10 points, 3 points, oui, mais il faut être expert. C'est pas je scalp en disant bon j'achète parce que en fait ça tient là, puis finalement vous achetez là, vous ne pétez pas de stop, puis derrière ça rebaisse, vous sortez ici, ça réintègre, vous revendez en bas, vous rachetez là-haut, etc., etc. Vous allez vous faire avoir. C'est très difficile. Moi le premier, pour moi aussi, et je m'en cache pas, et ça sert à rien d'ailleurs que je m'en cache, le swing c'est très compliqué. Les indices c'est difficile parce qu'à chaque fois qu'on a des mouvements, des signaux haussiers, sortie de range, gap, etc., il se passe plus rien et ça fait l'inverse le lendemain. Et le surlendemain, ça fait l'inverse de la veille. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ce type de config, essayez de prendre du recul sur des unités de temps plus longues, premièrement, c'est-à-dire sur de l'hebdo, reconsidérez tout, repartez de zéro. Deuxièmement, regardez les actions qui composent les indices, même si vous n'êtes pas un expert en action, peu importe. Ça coûte rien de passer une demi-heure, trois quarts d'heure à faire le tour des indices qui composent les actions. Est-ce que vous êtes emballé par acheter? Est-ce que vous êtes emballé par vendre? Oui ou non? Comment est la situation? Et du coup, ça vous permettra d'avoir un biais. Alors, certes, peut-être subjectif, mais au moins vous avez un biais qui est travaillé par quelque chose. C'est pas juste allez, je prends une position au pif parce que je m'emmerde, il fait chaud, il fait trop chaud pour aller à la plage et j'ai pas d'autre occupation, etc. Donc je trade un petit peu au pif et on verra bien ce que ça donne. Ça ne marche pas. Vaut mieux ne rien faire et prendre du recul et passer du temps pour prendre du recul que de trader au pif. Voilà, messieurs, dames. Merci Ivana, merci Charles, merci Michael, merci Nadège, Miari, tout le monde. Et je vous dis peut-être à lundi prochain. Ciao, ciao.